Bonjour madame, c'est Christine Di Maggio, c'est ça? Christine Di Maggio Donati, pardon. Madame Christine Di Maggio Donati. Donc je me présente Thierry Diez, je suis le secrétaire général adjoint de l'UNSA Toulon. Nous avons, avec Jean Collin, secrétaire général, décidé de faire appel à vous pour bâtir une conférence destinée à l'ensemble des personnels de Naval Group Toulon pour deux raisons. La première, c'est que notre direction locale a lancé un plan dans le cadre du développement forward, qui est le management positif. C'est un plan auquel nous adhérons. Nous savons qu'il y a beaucoup de problématiques de management au sein de l'entreprise. Et nous avions eu la chance de connaître votre livre et de le lire, de l'apprécier. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons souhaité bâtir cette conférence, mais elle est d'autant plus singulière que nous l'avons faite avec deux autres organisations syndicales, la CFE-CGC et la CFDT. Ainsi donc, nous sommes là, assistés à cette conférence, trois organisations représentatives, trois organisations syndicales représentatives sur 4 de Naval Group Toulon. Voilà, donc ce que je souhaiterais vous poser comme question, c'est vous demander d'abord qu'est-ce qui vous a amené à prendre autant de soucis de cette problématique managériale, et ensuite qu'est-ce qui vous a amené, quels sont les motifs qui vous ont amené à rédiger ce livre. Alors, c'est ce qui m'a amené à rédiger ce livre. Je vais peut-être commencer par celle-là, c'est plus simple pour moi. C'est que ça fait plus de 25 ans maintenant que je travaille dans les entreprises. Mon rôle y est d'accompagner les dirigeants et les managers sur leur évolution de posture managériale. C'est un sujet qui est d'actualité, mais pas tant que ça. Je crois que la fonction managériale ne cesse d'évoluer depuis de nombreuses années. Donc moi, ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est de mesurer la difficulté et la complexité de cette fonction. Je trouve que plus ça va, plus c'est un métier qui est complexe. Et qu'il y avait une nécessité de rassembler les bonnes pratiques, nécessité d'écrire un ouvrage qui soutienne les managers, parce que je trouve que c'est une population assez souvent en souffrance. On entend encore dire pris entre le marteau et l'enclume, on entend encore ces choses-là. Et j'ai trouvé utile d'apporter une contribution sur c'est quoi manager aujourd'hui, quelles pourraient être les bonnes pratiques. On entend parler de management positif, je crois que justement c'est ce qui est en train d'être mis en place. Okay. Donc on a les mêmes centres d'intérêt sur l'innovation managériale, donc ce qui m'a amené du coup à m'intéresser à ce que vous faites ici et à se dire réfléchissons ensemble à ce qui existe ailleurs, à ce qui se fait chez vous et voyons comment on peut peut-être partager de bonnes expériences et de bonnes idées. Effectivement, nous avons été amenés à vous solliciter parce qu'effectivement, de nombreux RPS nous sont signalés, ce qu'on appelle aujourd'hui les BOP, ce que vous citez d'ailleurs dans votre livre, burn-out, burn-out, etc., perte de sens. Ouais. Problématique effectivement, comme je l'ai évoqué lors de la conférence, sensation d'être un peu isolé, de se retrouver, vous le disiez tout à l'heure, entre un petit monde coincé entre deux mondes, le monde de la production directement concerné par la mise en œuvre et le déploiement des activités, et puis un monde d'une direction qui est un monde qui est devenu lui aussi très étrange, entre guillemets, puisque les responsabilités sont de plus en plus transverses, il est de plus en plus difficile de savoir qui est responsable de quoi, qui fait quoi, et le manager en tant que tel, je dirais même le manager de premier niveau, tout au centre, dans notre entreprise, qui se situe quasiment au niveau de la direction de production, mais peut-être même plus précisément au niveau même du département, se retrouve souvent très seul face à cette problématique qui consiste à devoir produire, tout en ayant en même temps à manager des équipes qui sont de plus en plus polymorphes. Puisque c'était évoqué aussi dans votre livre, la diversité des générations, qui est quand même quelque chose que nous touchons du doigt. Surtout que nous avons une population relativement, je ne me rappelle plus exactement où on se situe au niveau de la pyramide des âges, mais il reste encore des personnes qui sont de la génération X, des personnes de la génération Y bien sûr, mais nous avons maintenant du Z et du millénium que nous ne comprenons encore pas très bien. Voilà, donc effectivement réussir à bien manager toutes ces populations ayant chacun des attentes différentes, c'est vrai que ça devient très compliqué.
Et c'est ce que vous décrivez dans votre livre. Oui, et en même temps, en remettant les entreprises dans le contexte, je crois que les difficultés que vivent les entreprises ne sont rien d'autre que les difficultés que nous vivons dans la société. Exact. Je crois que l'entreprise est le microcosme où, dans un endroit plus fermé, se vivent exactement les mêmes choses. Les difficultés intergénérationnelles, on les vit dans la société. L'incompréhension face au millénium, c'est-à-dire cette jeunesse, hein, c'est nos jeunes. Hein. Alors, c'est curieux parce qu'on ne les comprend pas et pourtant ce sont nos enfants, hein, quand même. Ils ne viennent pas de nowhere. Hein. Voilà. Donc c'est cette génération qui a 20, 25 ans et qui arrive dans les entreprises aujourd'hui et qu'on regarde un peu bizarrement. Donc l'entreprise vit exactement à une échelle plus fermée ce qu'on vit dans la société. Perte de sens, perte de confiance, défiance, méfiance, intergénérationnelle. Et au milieu de tout ça, le manager vers lequel tous les regards se tournent, comme s'il allait avoir la réponse à toutes les problématiques. Et je crois que là, du coup, c'est là que la fonction devient difficile, c'est que le manager, il fait de son mieux, que lui aussi, il vit une difficulté, c'est qu'il gère de l'humain, il gère de l'imprévu, il gère vraiment des choses qui sont tout le temps en train de changer. Vous êtes bien placé pour le savoir, hein. Rien n'est assez acquis, rien n'est jamais acquis. Et la fonction devient vraiment terriblement difficile et complexe. C'est une gestion de l'incertitude qui rend la fonction managériale très 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 compliquée. J'ai bien apprécié votre comparaison entre l'intrusion de la société dans l'entreprise et ce que l'on voit aujourd'hui dans la société. Positionne presque le manager comme le chargé de représenter l'ordre dans la société. C'est ça. Le policier, l'instituteur, l'éducation, tous ces gens-là. Oui. Et effectivement, eux-mêmes, avec un monde politique qui les gère, qui ne comprennent une justice, qui ne comprennent pas très bien, mais ayant toujours la responsabilité de faire fonctionner le système, de faire fonctionner la règle, malgré effectivement toutes les nouvelles oppositions, les nouvelles difficultés et les nouvelles relations face à l'autorité. Je crois que c'est la vraie difficulté, c'est de croire qu'une équipe managériale va pouvoir apporter toutes les réponses. Je crois que c'est un vrai leurre. Peut-être que ça a fonctionné, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que ça ne fonctionne plus, et que donner le pouvoir et le savoir entre les mains de quelques-uns et prétendre que ces quelques-uns vont pouvoir solutionner toutes les problématiques, je trouve que c'est plus qu'une hérésie, c'est une folie. C'est une pire folie. Aujourd'hui, il faut pouvoir se dire que les intelligences sont dans toutes les têtes, le savoir est dans toutes les têtes, que le pouvoir doit se partager, et au risque de déplaire, les organisations très hiérarchiques sont en train de vivre leurs dernières années de vie. Et je crois qu'on doit tous se préparer à quelque chose de beaucoup plus transverse, de beaucoup plus partagé. On parle d'intelligence collective, les mots ont un sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a à considérer que le savoir est dans toutes les têtes. Et je crois que là, il y a un changement de paradigme à opérer. Il y a arrêté de croire que le manager a la science infuse. Hein. Le manager sachant, je crois que c'est fini. Le manager chef, n'en parlons plus. C'est vraiment quelque chose aussi qui est c'est vraiment l'espèce en voie de disparition. Et d'ailleurs, si elle se maintient en vie, elle va rentrer en souffrance elle-même, parce qu'elle va rentrer dans une mission absolument impossible. Donc si on veut remettre du bien-être au travail, de la qualité de vie au travail, et si ces mots-là ont un sens, pour chacune des catégories professionnelles, il y a à travailler ensemble de manière transverse dans ce qu'on appelle aujourd'hui de l'intelligence collective. Ce qui rebat les cartes de la fonction managériale, fondamentalement, qui était plutôt bien assise en haut de sa pyramide, avec un effet de cascade et un effet de savoir et de pouvoir concentré entre quelques mains. Et là, je crois que c'est vraiment la fin d'une époque. Oui, exact. En même temps, j'ai beaucoup apprécié aussi le terme chef, serviteur et ami, qui fait très quand même quelque chose de quasiment biblique. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que le manager, et ça nous n'avons de cesse de le répéter, il est là pour accompagner et aider à grandir ses équipes. Exactement. C'est aussi ce que vous avez développé pendant la conférence, qui a été bien perçu puisque de nombreuses personnes ont manifesté leur souffrance et vis-à-vis de des dysfonctionnements relatifs à cet accompagnement au quotidien par leur management. La problématique de l'écoute, la problématique de l'aide et la problématique du sens. Oui, absolument. Et j'aime dire aussi que manager, ça commence par se manager soi. Quand on parle de management, on a tendance à parler de la direction des collaborateurs comme si au milieu il n'y avait rien. Pour moi, le premier travail, c'est de se manager soi. Et aujourd'hui, le développement personnel en situation professionnelle et de management n'est vraiment plus un gros mot.
On a besoin d'être au clair sur sa relation au pouvoir, sa relation au savoir, sa capacité à accompagner les gens, à aimer les gens. Travailler avec des personnes, ça veut dire qu'on s'intéresse à elles, ça veut dire qu'on les écoute, ça veut dire qu'on est disponible. Et si j'ai aucune appétence pour cela, j'ai vraiment à me demander si je suis au bon endroit. Si j'en ai pas la compétence, c'est pas grave, ça je peux l'acquérir. Mais le désir, l'envie, le plaisir de côtoyer l'humain, ça c'est vraiment aujourd'hui une des bases de la fonction managériale qui est devenue un job de relations humaines. Être un bon technicien ne suffira pas à être un manager. C'est un peu dommage, dans pas mal d'entreprises françaises, la promotion interne fait que c'est les bons techniciens qui deviennent des managers. Aïe aïe aïe, parfois c'est pour le meilleur, parfois c'est pour le pire, parce que ces personnes n'ont pas été accompagnées ou sensibilisées au fait que leur métier va radicalement changer. Ils vont devenir des experts de la relation humaine. En ont-ils envie? Se sentent-ils prêts? Et comment envisagent-ils de se faire déjà eux accompagner dans cette transition? J'ai une question qui me vient naturellement. Aimer les gens nécessite effectivement beaucoup d'empathie. L'empathie, ça ne se décrète pas. On est des êtres humains naturellement dotés d'empathie. Ça, on l'a eu en prééquipement en série. Encore faut-il développer son empathie. Et faut-il savoir le faire aussi, parce que certains ne savent pas le faire tout simplement. Donc je crois qu'il y a un besoin d'accompagner les managers dans ces compétences relationnelles. Il y a un terme aujourd'hui pour ça, on appelle ça les soft skills, c'est-à-dire toutes ces compétences relationnelles dites douces. Aujourd'hui, les entreprises, et je pense que c'est le cas dans la vôtre quand on parle de management positif, c'est d'aider les managers à acquérir de la compétence dite relationnelle, c'est-à-dire manifester une écoute réelle, s'intéresser vraiment aux gens et pas faire semblant, manifester une réelle empathie, savoir accompagner au sens de faire grandir sans craindre que l'autre, quand il va grandir, va me faire de l'ombre. Donc c'est aussi travailler son ego, son humilité, sa position basse, et c'est là que je vous rejoins sur un manager-serviteur. C'est vrai qu'aujourd'hui on a coutume de dire, le manager n'est pas celui qui monte sur scène, mais c'est celui qui monte la scène. Ça montre bien que le changement de paradigme est là aussi. On n'est pas là pour se faire mousser. Si c'est encore le rêve de certains managers, je crois que là aussi, il y a une position beaucoup plus humble, beaucoup plus basse, qui est de dire j'ai fait un bon travail quand j'ai favorisé l'autonomie et la montée en compétence de mes collaborateurs. À tel point qu'on peut favoriser cette autonomie, à un point tel qu'on devient inutile. Qu'on va devenir un facilitateur, et elle est là la crainte. Je crois qu'il y a beaucoup de managers qui restent campés sur leur savoir et leur pouvoir parce qu'ils ont peur, sincèrement peur, de ne plus servir à rien, de perdre leur reconnaissance sociale, voire de devenir inutiles. Je pense que c'est une méconnaissance sur l'évolution de leur fonction. On aura toujours besoin de gens qui seront là pour faciliter le travail des autres, pour donner du sens aux activités, pour aider à créer des liens émotionnels de qualité, pour travailler dans une certaine authenticité, pour donner une bonne ambiance. Je crois que il est là le travail, c'est de dire on n'est plus des managers au sens où on est des sachants, on est des facilitateurs. On est là pour faciliter le travail, la qualité du travail, la performance au travail, qui n'est pas un gros mot. Performance et bienveillance sont plus que compatibles. Faut-il encore qu'il y ait des personnes formées à cela et capables de concilier justement performance, bienveillance, cadre, rigueur, empathie, oui. Peut-être qu'à terme, on peut aussi considérer donc que le mot manager devrait peut-être être remplacé par un autre terme. Et ça arrive tranquillement sur le marché, puisque n'oublions pas que le mot manager est venu du management de projet et qu'il y a eu un glissement de sens sur on manage les choses, les projets et les gens. Et il y a eu un glissement de sens sur la fonction managériale pour manager les personnes. On est en train de parler aujourd'hui beaucoup plus de leadership, c'est ce que, oui. Plutôt que de management, de charisme plutôt que de management, d'autorité naturelle plutôt que d'autorité tout court. Mais ça aussi, ça ne s'improvisera pas. Et ces leaders plus charismatiques ne seront peut-être pas les techniciens d'hier ou les sortis des grandes écoles d'hier qui ont peut-être et sûrement des têtes bien pleines, mais pas forcément préparées à créer un espace de travail performant. Effectivement aussi ce que vous disiez, c'est que d'abord tout un chacun va devoir avoir la maturité nécessaire et suffisante
pour comprendre que le premier des travails, il va d'abord devoir l'appliquer à lui-même. Commencer par soi. Ensuite, essayer de faire en sorte qu'il puisse donner du sens à son équipe. Absolument. Tout en restant dans les limites de ce que lui offre son entreprise. Exactement. Pour peu que son entreprise lui offre le sens nécessaire et suffisant. Et quand bien même l'entreprise ne l'offre pas, ramenons à quel sens moi je peux donner dans mes équipes. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir des visions changeantes, des sens changeants, des finalités changeantes. C'est pas l'idéal. Et quand bien même ça arrive, c'est de dire, moi, tous les matins, quel sens je vais donner à notre journée de travail, comment je vais m'y prendre pour créer des liens de qualité, comment je vais m'y prendre pour être tout à fait transparent sur ce que je ne sais faire et ce que je ne sais pas faire, comment je vais pouvoir aller chercher de l'intelligence dans toutes les têtes, et comment je vais faciliter la relation humaine au service du projet de l'entreprise. Pour donner à tout un chacun l'envie, la motivation, qui ne se décrète pas, et la juste place qui revient à chacun. Et la juste place, oui. Et effectivement, le mot très intéressant sur la motivation qui avait été employé lors de la conférence, c'est cette automotivation intrinsèque ou extrinsèque. Et en clair, le résumé était l'automotivation intrinsèque est la seule qui compte et produit. C'est ça. Du résultat. C'est ça. Hein. Aujourd'hui, on a des termes qui existent. Hein. On appelle ça le flow, c'est-à-dire aller vraiment susciter chez les personnes ce qui les motive. Et une personne qui est motivée et qui aime le travail qu'elle réalise va le faire de manière naturellement engagée et impliquée. Encore faut-il qu'elle comprenne pourquoi elle le fait, pour qui elle le fait et qu'elle ait de l'autonomie sur ce qu'elle fait. Si ces 3 critères sont réunis, on n'a plus besoin de dire il faut aller motiver les gens. Ils vont s'auto-motiver. Le plaisir de venir au travail, et le travail se fera et la performance sera au résultat. Elle sera au rendez-vous. Plus j'ai du plaisir, plus je suis performant. Bien naturellement. Plus j'ai de la tranquillité psychologique, plus je suis performant. Plus je suis préoccupé à gérer du stress, moins je suis performant. Et les entreprises sont tellement génératrices de stress qu'elles ne se rendent pas compte en fait, elles sont en train elles-mêmes de créer les non-conditions de la performance. Une orientation résultat trop poussée, trop forcenée, génère de la non-performance. Une orientation process bien organisée, des qualités relationnelles, de la sécurité psychologique pour chacun des membres, donne de la performance. On sait aujourd'hui quand même, on a du retour avec les neurosciences et la psychologie positive, on a du retour pour dire que le critère numéro 1 de la performance, c'est la psychologie, c'est la sécurité psychologique des personnes. Donc ça ne sort pas de nulle part, c'est étayé, c'est prouvé, c'est étudié. Donc on veut être performant, créons de la sécurité psychologique. Et c'est naturel. L'environnement est devenu tellement insécure, tellement difficile, tellement mouvant, que ce qu'on ne peut pas obtenir à l'extérieur, nous devons le créer à l'intérieur, entre nous. Et cette sécurité, nous devons absolument la créer entre nous. Et c'est qui nous ? Ben oui, ça devient le rôle des managers, leaders, de créer cette sécurité émotionnelle, relationnelle. Ce qui nécessitera à terme une grande réflexion aussi au niveau des recrutements, de la RH, des choix de la DRH, etc. Des choix du rôle, voilà. Oui, il y a des managers, je suis désolée de le dire, mais c'est des vraies erreurs de casting. Ils font souffrir et ils souffrent même, c'est du perdant-perdant. Donc, ça, parce que humainement parlant, ça c'est, nous le savons et nous l'affirmons, nul ne vient au travail avec l'intention de ne pas travailler. Exactement. Chacun vient sur son lieu de travail avec l'intention de faire au mieux. Mais moi je dirais même mieux que ça. Si les personnes sont capables de se rendre malades au travail, les burn-out, les bore-out, etc., c'est bien que le travail est important pour eux. Parce que sinon on serait indifférent à son travail et on ne se rendrait pas malade. Quand on voit aujourd'hui le nombre de personnes qui souffrent et qui se rendent malades au travail, c'est bien que ces personnes sont engagées, motivées, investies, et pourtant entrent en souffrance. C'est bien qu'il y ait une inadéquation entre l'engagement et la reconnaissance sur le lieu de travail. Parler de reconnaissance, ça c'est un sujet très intéressant. Cette reconnaissance n'est pas que matérielle, n'est pas que financière. Reconnais-moi comme un être humain digne de respect. Parfait. Effectivement, ce sentiment de bienvenue dans une équipe, le matin. Ça commence par là. Un bonjour, l'impression d'être bien reçu. Je te demande une chose, reconnais-moi comme un être humain digne de respect, avec un potentiel d'intelligence possible que je suis prêt à te donner pour peu que tu me le demandes. Parfait. Madame Donati, je vous remercie pour ce petit moment d'échange. Merci pour cette conférence. J'espère que nous pourrons diffuser et faire écouter un maximum de nos salariés cette intervention. J'espère aussi. En vous remerciant. Merci à vous. Et puis n'hésitez pas, donc je vous rappelle à tous que le livre qui nous a servi de référence
et que nous vous engageons soit à venir nous l'emprunter, mais mieux bien entendu à l'acquérir par vous-même. Voilà. Je vous remercie. Merci.